quand ma fille m'a regardé dans les yeux et a dit « Papa, tu devrais chercher un autre endroit pour mourir. Tu ne sers plus à rien. » Je n'ai pas répondu. J'ai simplement refermé en silence la valise que j'avais préparée et j'ai quitté la maison que j'avais construite de mes propres mains. 3 jours plus tard, j'étais assis dans le fauteuil en cuir d'un avocat et j'apprenais que mon gendre, prétendument affectueux et mon ami depuis des décennies, jouait depuis des années une partie d'échecs émotionnels contre moi. Mais vous savez, parfois le pion devient roi, et ce jour-là, la partie a basculé. Si tu écoutes ceci, tu penses peut-être que je suis un vieux fou dépassé, faible, mais si tu restes jusqu'à la fin, tu comprendras pourquoi je suis aujourd'hui celui qui détient tous les atouts, et pourquoi la femme qui m'a mis dehors a fini par me supplier de l'aider. Il y a 2 mois, je n'étais encore que Martin Keller, retraité, récemment veuf après 40 ans de mariage avec une femme que j'aimais de tout mon cœur, et père d'une fille qui, disons simplement qu'elle a appris très tôt à tromper avec un sourire et à poignarder dans le dos. La mort d'Hélène fut soudaine, un AVC sévère. 3 heures entre le premier symptôme et le dernier souffle. J'entends encore sa voix m'appeler à 4h23 du matin. Dans les jours qui ont suivi, ma fille Olivia s'est installée dans ma douleur avec la délicatesse d'un chirurgien sans anesthésie. Shamsi papa, ce n'est pas sain que tu restes seul dans cette grande maison. Les escaliers, les souvenirs, tu as besoin de paix. C'est ainsi qu'elle le disait, tout en souriant les yeux secs, un dossier de papiers immobiliers à la main. Olivia avait toujours été la préférée de maman, et plus tard aussi celle de mon gendre Lucas. Un avocat au costume sur mesure, sourire éclatant et âme grise. Quand ils se sont mariés, c'est moi qui ai payé le mariage. Quand ils ont eu des enfants, j'étais le papy babysitter, chauffeur, distributeur automatique d'argent en cas d'urgence. Et quand Hélène est partie, j'espérais qu'Olivia serait le pont vers mon équilibre intérieur. Mais elle fut l'appel. Les dîners de famille sont devenus un piège. Olivia et Lucas arrivaient avec de faux sourires et une pile de brochures sur les maisons de retraite. Papa, tu adorerais ces endroits. Des gens de ton âge, du billard, des ateliers manuels. La liberté. Ce qu'ils voulaient vraiment dire, c'était pas de père pour partager l'héritage. Pas de fardeau. Pas de vieil homme pour nous faire honte devant les voisins riches. Mardi dernier est tombé le coup final. Depuis 6 semaines, je dormais dans la chambre d'amis de ma propre maison, incapable d'entrer dans l'ancienne chambre conjugale. Puis Olivia est arrivée à l'improviste, avec Lucas et 2 valises. Papa, nous avons pris une décision. Lucas a été promu et nous devons emménager en ville. Cette maison est parfaite pour nous. Chérie, rit comme quelqu'un qui essaie de se réveiller d'un cauchemar. Ma fille, c'est ma maison. Alors, son masque est tombé. En réalité, non. Selon le testament de maman, tout m'appartient. La maison, les fonds, les investissements. Tu étais ici par générosité, mais maintenant tu dois trouver un autre endroit. Générosité. 40 ans de mariage, de sueur, de factures partagées, de fêtes organisées, de voitures vendues pour financer ses études. Et en retour, j'obtiens de la générosité. Puis elle a prononcé les mots que je n'oublierai pas, même sur mon lit de mort. Trouve un autre endroit pour mourir, papa. Tu es inutile maintenant. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié. J'ai respiré profondément, suis allé dans la chambre, et plié mes vêtements, rangé les photos d'Hélène dans une petite boîte, et refermé 2 valises. Olivia observait la scène comme quelqu'un qui attend la fin d'un mauvais film. Lucas était déjà dehors, coffre du BMW ouvert. Elle m'a tendu $200 en liquide, comme si elle donnait un pourboire à un voiturier. Ça devrait suffire pour quelques jours de motel, le temps que tu t'installes. Lucas te fera un virement plus tard, dès que nous aurons réglé les papiers du testament. Motel. Après 40 ans de vie commune, j'étais devenu un invité encombrant. On m'a conduit au Sunset Inn, une chambre qui sentait le moisi, des serviettes plus fines que du papier, et une télé qui ne captait que les chaînes locales. Mais cette nuit-là, sur le matelas affaissé d'un motel bon marché, quelque chose s'est réveillé en moi. Hélène aurait-elle vraiment tout légué à Olivia? Tout? Elle. Qui savait exactement comment était sa fille? Le lendemain, j'ai utilisé le Wi-Fi faible du motel pour retrouver le numéro de notre ancien avocat de famille, Harold Bernstein, le même qui avait supervisé l'achat de la maison en 1987 et dînait avec nous à chaque anniversaire de mariage. Quand je suis entré dans son cabinet, la réceptionniste m'a souri et a dit « Monsieur Keller est ici pour parler de l'héritage de Madame Hélène Keller. » Harold est sorti de son bureau, m'a regardé et a dit « Martin, je croyais que tu étais parti en voyage.
Ta fille m'a dit que tu avais décidé de ne pas assister à la lecture du testament. À ce moment-là, j'ai compris. Le mensonge avait commencé bien avant le coffre de voiture. Harold a ouvert un tiroir, sorti une enveloppe scellée et a dit « Martin, ce que ta fille a fait n'est pas seulement immoral, c'est criminel. » Et c'est là que commence la véritable histoire. Martin, tu aurais dû être là. Hélène a insisté pour clarifier chaque détail dans ce testament. Et elle savait aussi que sa fille pouvait tenter quelque chose. Les mots d'Harold m'ont glacé le sang. Pendant 40 ans, Hélène avait été mon pilier. Une femme pragmatique, intelligente et surtout juste. Il n'y avait aucun doute qu'elle m'aurait laissé quelque chose. Elle connaissait sa fille. Et visiblement, elle avait anticipé. Harold ouvrit soigneusement un dossier, en sortit le document original et me montra la signature d'Hélène à la fin. Son écriture, fluide, élégante. C'était authentique. Puis il commença à lire. « Ah, moi, Helen Margaret Keller, saine d'esprit et en bon état physique, déclare légué à mon cher époux, Martin Elias Keller, notre résidence principale au 110 Ashford Lane, tout le mobilier, les effets personnels, souvenirs ainsi que 75% de tous les avoirs financiers, comptes bancaires, investissements et fonds de retraite. Le reste revient à ma fille Olivia Keller à condition, Harold s'interrompit comme pour me préparer, à condition que ma fille fasse preuve de respect et de bienveillance envers son père Martin après mon décès. Dans le cas contraire, sa part sera automatiquement transférée à ce dernier. Mon cœur battait la chamade. Harold me regarda sérieusement, sans l'ombre d'un doute. Alors si Olivia a manqué à cette obligation morale, Martin, tu hérites de 100%, y compris la somme qui, avec les intérêts, s'élève aujourd'hui à environ 33 millions de dollars. C'était comme recevoir une gifle et une étreinte en même temps. Un instant, je n'ai pas su quoi dire. Je pensais à quel point Hélène avait tout prévu, comment, même face à la mort, elle avait encore cherché à me protéger de ce qui l'inquiétait le plus, l'ambition sans limite d'Olivia. Et Harold, pourquoi Olivia m'a-t-elle dit qu'elle avait tout hérité? Elle m'a montré des documents, tamponnés, signés. Harold se leva, alla à un coffre encastré dans le mur et sortit un dossier encore plus épais. Parce qu'elle a tout falsifié, même la signature de sa mère. Des documents d'un ancien testament, annulés légalement quelques mois avant le décès d'Hélène. J'ai toutes les copies certifiées. C'est de la fraude. Oh, pas seulement, Martin. C'est un crime fédéral. Je suis resté silencieux. La voix d'Olivia résonnait dans ma tête. Trouve un autre endroit pour mourir. Harold referma le dossier et prit une profonde inspiration. Oh, tu n'auras pas besoin de motel, ni de supplier qui que ce soit. Ceci t'appartient. La maison, l'argent. Et la vérité. Et maintenant, que faisons-nous? Maintenant, Martin, nous appelons la police. Cet après-midi-là, en retournant au Sunset Inn, quelque chose me frappa. La lumière du soleil ne me dérangeait plus. C'était comme si, après avoir respiré la trahison pendant des jours, je sentais enfin l'air pur de la vérité. Je suis arrivé dans la chambre, me suis assis sur le matelas affaissé et ai commencé à écrire ce qu'Olivia avait fait. Falsifier des documents juridiques. M'a mise à la porte de ma propre maison, menti à l'avocat, pris de l'argent de l'héritage sans autorisation, tenté de m'isoler émotionnellement. Mais pire que tout cela, elle m'avait sous-estimé, et avait aussi sous-estimé son propre père. Hélène m'avait fait confiance pour être le gardien de l'histoire qu'elle avait écrite avant de partir. Et à ce moment-là, j'ai compris que je devais honorer cette confiance. Le lendemain matin, Harold avait déjà informé les autorités compétentes. Nous avons remis toutes les copies, preuves et documents prouvant la manipulation d'Olivia. Et le mieux dans tout ça, tout était daté légalement. Les modifications du testament avaient été certifiées par un notaire, avec vidéo, avec témoin. Il n'y avait aucune faille. À midi pile, mon téléphone a sonné. C'était Olivia. Papa, la banque vient de geler mes comptes. Ils ont dit qu'il y avait un blocage judiciaire pour enquête pour captation d'héritage. Que se passe-t-il? J'ai pris une grande inspiration. Je me suis levé du lit du motel et je suis allé à la fenêtre. Oh, tu devrais le savoir, ma fille. Après tout, c'est toi qui as signé de faux papiers pour me faire expulser de chez moi. Papa, attends. Je ne voulais pas. Je pensais juste que tu ne saurais pas gérer autant d'argent. Tu n'as jamais été bon avec ce genre de choses. Mais ta mère, elle, l'était. Et c'est elle qui m'a tout laissé, y compris le droit de décider si tu mérites quelque chose. Et devine quoi? Tu as décidé toi-même que tu ne le mérites pas. Elle ne disait plus un mot. Papa, s'il te plaît, on peut régler ça. Tu peux garder la maison. Je veux juste une part. Juste le nécessaire pour les enfants.
pour Lucas. Mais Lucas? Oui, il ne savait rien. Il m'a juste soutenu. Et maintenant, on est dans les ennuis. Ah, il ne savait rien? Alors pourquoi c'est lui qui conduisait la voiture qui m'a emmené au motel? Silence à nouveau. Plus long, cette fois. Finalement, elle a répondu. Tu veux vraiment porter plainte contre moi, papa? Tu veux vraiment faire semblant que tu ne l'as pas mérité, avant qu'elle ne puisse répondre? J'ai raccroché. À ce moment-là, je n'étais plus l'homme qui quittait sa maison la tête basse avec 2 valises. J'étais Martin Keller. Veuf, oui. Mais aussi héritier légitime, père trahi, et désormais un homme prêt à reprendre le contrôle. À 15h47 ce même après-midi, mon téléphone a sonné de nouveau. C'était elle. Mais cette fois, la voix de ma fille n'était plus celle d'une femme puissante, mais celle de quelqu'un à qui on venait d'arracher le sol sous les pieds. Gros sabbat. Les comptes sont gelés. La carte de Lucas a été refusée au restaurant. Ils disent que tous les biens de papa sont sous enquête. C'est un malentendu, n'est-ce pas? Papa? Aucun malentendu, Olivia. Je suis au bureau d'Harold, le même avocat à qui tu as dit que j'étais en voyage lors de la lecture officielle du testament. Silence. Papa, je voulais juste... T'as dû penser juste que je ne découvrirais jamais la vérité, que j'étais trop vieux, trop faible, trop naïf pour m'en rendre compte. Elle a essayé de changer de ton, d'adoucir sa voix, comme lorsqu'elle était adolescente et qu'elle voulait éviter les conséquences. Ah, papa, écoute-moi. Je voulais seulement te protéger. Maman s'est toujours occupée de l'argent. Tu n'y as jamais touché. Je pensais que je pouvais simplifier les choses. J'ai ri, doucement, froidement. Simplifier les choses en mettant ton propre père à la rue avec quelques sous, c'était ça ta version de la simplification? Ah, papa, tu es blessé. Tu dis des choses sous le coup de l'émotion. Je t'aime, tu le sais. Ah oui, tellement d'amour que tu m'as dit d'aller mourir ailleurs. Elle s'est tue. Elle savait qu'elle ne pourrait jamais effacer ces mots. Olivia, ta mère avait prévu tout cela. C'est pour ça qu'elle a ajouté cette clause dans le testament, parce qu'elle connaissait la fille qu'elle avait élevée, et parce qu'elle avait confiance que je saurais gérer ça le moment venu. Sa voix est devenue plus faible. Dehors, maintenant, maintenant tu vas devoir vivre avec les conséquences, comme moi j'ai dû gérer la douleur d'être expulsé de ma propre maison. Avant de raccrocher, j'ai ajouté « Et si Lucas a encore un peu de bon sens, il ferait mieux de commencer à faire ses valises. » J'ai raccroché. À ce moment-là, Harold est entré dans la pièce avec un air grave. Martin, le commissariat a maintenant tout. Les documents originaux, les faux papiers que tu as reçus, les dates des enregistrements officiels, c'est entre les mains du procureur. Elle peut être arrêtée? Oui, et pas seulement elle. Lucas, car s'il a participé à la falsification ou s'il était au courant de la fraude et qu'il s'est tu, il sera inculpé aussi. Complicité, conspiration et maltraitance envers une personne âgée. Maltraitance envers une personne âgée. Je n'aurais jamais cru que cette expression s'appliquerait à moi. Mais maintenant tout s'éclairait, car il ne s'agit pas seulement de violence physique ou de négligence. Il s'agit aussi de quand quelqu'un de ta propre famille exploite ta faiblesse, ta douleur, ton âge, pour tout te prendre. 2 jours plus tard, à 20h13, j'ai reçu un appel du numéro de l'avocat de la ville. Martin, elle a été arrêtée au restaurant Le Marais. Elle dînait avec Lucas et un autre couple. Elle ne s'y attendait absolument pas. Oppo et Lucas? Oh, il a été arrêté le lendemain matin. Les documents de l'entreprise où il travaille montrent qu'il a utilisé les imprimantes de la société pour falsifier des papiers. Il est plus impliqué qu'il ne le pense. Je me suis assis dans le fauteuil du motel et j'ai fermé les yeux. Je me suis rappelé les fois où Lucas arrivait en retard à Noël, en costume, au téléphone, comme s'il n'avait pas une minute pour un vieux bonhomme comme moi. Maintenant, il aurait du temps. Beaucoup de temps. Là-bas, à l'intérieur, le lendemain matin, j'ai été convoqué au poste pour faire ma déposition officielle. L'enquêtrice en charge était une femme appelée Rachel Mendès. Regard perçant, ton ferme et zéro patience pour les gens qui veulent jouer au malin. Monsieur Keller, d'après les données, la tentative de votre fille et de votre gendre de s'approprier des biens via de faux documents constitue une tentative de fraude, falsification de documents et abus financiers envers une personne vulnérable. Vulnérable, mais toujours debout. Ai-je répondu. Elle a souri, pour la première fois. De ce que je vois, vous tenez debout mieux que bien des jeunes. Mais cela reste un crime, et nous irons jusqu'au bout. Le même jour, la maison a été officiellement remise à mon nom par décision de justice, avec interdiction pour tout tiers d'y exercer une quelconque activité. Elle m'appartenait, juridiquement, moralement et émotionnellement.
Je suis rentré le soir même. Je suis entré lentement. Pas de bagages, pas de regrets. Juste ma clé qui tournait dans la serrure. Comme cela aurait toujours dû être. La chambre d'amis était encore comme je l'avais laissée. Mais l'ancienne chambre du couple avait été envahie. Parfum cher, chaussures de marque, et un mur peint en gris clair avec un immense miroir. Elle avait essayé d'effacer le souvenir de sa mère pour y mettre son propre reflet au centre. Mais maintenant, le véritable propriétaire de cette histoire était de retour. J'ai pris des cartons de déménagement et j'ai commencé à emballer tout ce qui lui appartenait. Sans hâte, sans colère. Juste avec la clarté de celui qui sait que la justice sent parfois le parfum coûteux jeté à la poubelle. 2 jours après mon retour officiel à la maison, le téléphone a sonné à nouveau. C'était Harold, mon avocat. Et comme toujours, il est allé droit au but. « Martin, tu ferais mieux de t'asseoir. On a trouvé une vidéo, une que Hélène a enregistrée avant sa mort. Elle est annexée au testament et a été conservée dans les dossiers du notariat avec une clause. Elle ne peut être montrée que si la fille tente de contester le contenu. » Mon estomac s'est noué. « Elle a enregistré quelque chose ? » ?»« Oui, et tu dois le voir. » Tout de suite. Quelques minutes plus tard, j'étais de retour au bureau d'Harold. Il a inséré une clé USB dans l'ordinateur. L'écran est resté noir pendant quelques secondes. Et puis, elle est apparue, Hélène, ma femme. Aussi belle que toujours, assise sur notre véranda, portant le pull bleu qu'elle avait tricoté elle-même, avec un regard rempli de détermination, comme si elle savait que ce moment serait éternel. Si tu vois ça, a-t-elle commencé, c'est que malheureusement mes craintes se sont confirmées. Sa voix était calme, mais chaque mot pesait lourd comme une brique. « Olivia, ma fille, si tu as essayé de prendre à ton père ce qui lui revient de droit, sache que j'avais prévu ce moment. Pas par méfiance, mais parce que je te connais. Et je connais Lucas. » Elle fit une pause, respira profondément. « Martin a consacré 40 ans à notre famille. Il a renoncé à ses rêves. Il a vendu la voiture qu'il aimait pour payer tes études, Olivia. Il a passé des nuits blanches à veiller sur toi quand tu étais malade. Et il ne s'est jamais plaint. Il n'y a aucune somme d'argent qui puisse compenser ce qu'il a fait pour nous. Mais le minimum que je pouvais laisser derrière moi, c'était la justice. » L'enregistrement a duré près de 5 minutes. Elle expliquait pourquoi elle avait modifié le testament, mettait en garde contre la froideur d'Olivia et disait clairement « Si ma fille ne respecte pas son père après ma mort, elle perd tout, car le caractère passe avant l'héritage. » Quand l'écran est devenu noir, Harold s'est tourné vers moi et a dit « Nous présenterons cela au juge demain. Cela scelle l'affaire. » « Tu vas utiliser sa vidéo ? » « Oui, et ce sera dévastateur. » Et ça l'a été. Dans la salle d'audience, quelques jours plus tard, l'enregistrement d'Hélène a été diffusé devant le procureur, les avocats et Olivia, menottée, le regard vide. Elle a pleuré, mais pas à cause des paroles de sa mère. Elle a pleuré parce qu'elle savait que cette vidéo était le jugement final. Il n'y avait plus d'échappatoire, plus d'excuses, plus de négociations. La procureure s'est tournée vers le juge et a déclaré « Sur la base de l'enregistrement joint au testament, il est clair que l'héritière a agi contre les volontés expresses de la défunte, de manière intentionnelle, préméditée et par falsification de documents. Le juge a confirmé le gel de tous les avoirs auxquels Olivia avait eu accès et a autorisé la détention provisoire de Lucas pour avoir agi en complice. J'ai tout observé en silence, sans colère, sans soulagement, juste avec un étrange sentiment de clôture, comme si l'histoire se terminait exactement là où elle avait commencé, entre promesse et trahison. Après l'audience, l'avocat de Lucas est venu vers moi. Un type pâle, arrogant, avec ce ton de « réglons ça entre gentlemen. Monsieur Keller, peut-être existe-t-il un moyen d'éviter davantage d'attention médiatique pour la famille. Je suis autorisé à vous faire une offre financière. » « Combien ?» ai-je demandé. « 5 millions, en échange de l'abandon des charges contre Lucas et de la clôture de la procédure. T'as 5 millions pour ma dignité. » Pour la paix, j'ai pris une profonde inspiration, je l'ai regardé dans les yeux, et j'ai répondu « Enfoncez cette paix là où je pense. Nous irons jusqu'au bout. » Ce soir-là, j'ai parcouru les couloirs de la maison. Chaque recoin me racontait une histoire. Le salon où Hélène décorait le sapin de Noël. La cuisine, où Olivia apprenait à faire des cookies, avec mon aide, pas celle de sa mère. Le jardin où j'avais construit sa cabane de jeu. Elle avait essayé d'effacer tout cela, mais elle n'y était pas parvenue. Je suis monté au grenier. Là, j'ai trouvé des boîtes contenant de vieilles lettres, des notes d'Hélène, des reçus, des papiers.
Parmi eux, une enveloppe scellée à mon nom. Les mains tremblantes, je l'ai ouverte. Si tu lis ceci, alors tu as survécu. Pas seulement à moi, mais à la vérité. Martin, sois fort, sois juste, mais surtout, sois libre. Tu as passé ta vie à t'occuper des autres. Il est temps maintenant de t'occuper de toi. J'ai pleuré. J'ai pleuré comme jamais, pas même lors de l'enterrement. Car à ce moment-là, j'ai compris qu'Hélène avait laissé bien plus qu'un testament. Elle m'avait laissé un bouclier, une boussole, un rappel de qui j'étais. Cela aurait dû s'arrêter là. La justice avait été rendue. L'argent était récupéré, la firme démasquée. Mais lorsque le téléphone a sonné ce matin-là, à exactement 7h12, j'ai su qu'il y avait encore plus. Bien plus. Monsieur Keller, ici Eleanor Hayes, la mère de Lucas. Pouvons-nous parler en personne? Y a-t-il quelque chose que vous ne puissiez pas dire au téléphone? Oui, et vous voudrez l'entendre. J'ai accepté. Par curiosité peut-être, ou à cause de ce désir silencieux de regarder le loup déguisé en agneau droit dans les yeux. Elle est arrivée à l'heure. Coiffure parfaite, bijoux discrets, parfum puissant et coûteux. Le genre de femme qui pense que le monde tourne autour de son nom de famille. Elle s'est installée dans mon salon, comme si elle me faisait une faveur. Martin, nous savons que des erreurs ont été commises, mais il existe des moyens de régler tout cela avec un minimum de publicité. Oublier d'éteindre le four, c'est une erreur. Ce que votre fils et ma fille ont fait, c'est un crime. Elle a souri froidement. Heureux, soyons francs. J'ai autorité pour vous proposer une somme afin que vous laissiez tout cela derrière vous. 5 millions de dollars. Vous gardez la maison et le nom de la famille Keller ne fait pas la une des journaux. J'ai inspiré profondément. J'ai réprimé un rire. La dignité, vous m'avez expulsé de ma propre maison. Vous m'avez humilié. Vous avez falsifié des documents. Vous croyez vraiment qu'il reste encore de la dignité à préserver? Puis est venue sa menace. Êtes-vous certain de vouloir ouvrir cette boîte de Pandore? Parce que nous sommes au courant de certaines pratiques dans les affaires de votre défunte épouse. Pratiques? Transferts irréguliers, investissements dans des sociétés écrans, mouvements sous des noms d'emprunt, des choses qui peuvent entacher toute mémoire, et je l'ai tous les comptes. Elle s'est levée. La décision vous appartient, monsieur Keller, mais vous devriez réfléchir à ce que votre femme a laissé, et si cela vous appartient vraiment. Dès qu'elle est partie, j'ai appelé Harold. Il faut que je sache s'il y a du vrai là-dedans. Un secret que Hélène aurait caché. N'importe quoi. Il hésita quelques secondes. Et que Martin, il est peut-être temps de parler à quelqu'un qui n'est pas avocat. Un enquêteur. C'est ainsi que je fis la connaissance de Carol Sheen, une analyste financière judiciaire dotée du regard le plus perçant que j'ai jamais vu. Elle passa 2 jours entiers dans le bureau d'Hélène. Fouilla des cartons, analysa des relevés de compte, compara des données. En fin d'après-midi du 2e jour, elle m'appela. « Est-ce Monsieur Keller ?» J'ai une réponse, mais elle risque de ne pas vous plaire. Elle ouvrit un dossier contenant des dizaines de documents, des paiements provenant de sociétés écrans, des contrats avec des prestataires inexistants, des fonds transférés vers des comptes à l'étranger, des transactions totalisant plus de 10 millions de dollars. « Votre femme a blanchi de l'argent. » Les mots me frappèrent comme un coup de massue. Oh non, c'est faux. Hélène était honnête, rigide, incorruptible. Je comprends. Mais les preuves sont claires. Cela a commencé il y a environ 12 ans. Et ça a grandi lentement. Tout a été fait avec une extrême prudence. Elle a fait ça seule? Faust, non. Personne ne fait ce genre de choses seul. Et à cet instant, la question la plus dangereuse se forma dans mon esprit. Et si Olivia et Lucas avaient su depuis le début? Et si le plan n'avait pas été seulement de me voler, mais d'utiliser ce secret comme une arme? J'ai rappelé Carol. Découvrez ce qui est encore enfoui, et trouvez avec qui Hélène travaillait. Quelques heures plus tard, elle revint avec une phrase qui me glaça le sang. Martin, le nom de l'un des intermédiaires apparaît dans d'anciennes enquêtes visant la famille Torino. La mafia. Ma femme, mon Hélène, aurait-elle blanchi de l'argent pour un réseau criminel? Je parcourus la maison, hébété. Je repensais à ses voyages que je n'avais jamais remis en question, aux factures qu'elle disait déjà réglées, à cette époque où elle était différente, détachée, fatiguée. Tout prenait sens maintenant. Mais il y avait encore plus, et Carol ne s'arrêta pas là. Si le FBI découvre cela, tout peut être saisi, même ce qui est à votre nom, même la maison. Mais, et si je le disais en premier? Car si vous vous dénoncez, vous pourriez obtenir l'immunité, mais vous perdrez une grande partie des biens, et vous exposerez votre nom à un scandale.
Elle me regarda avec un certain respect. « Il est temps de choisir, Monsieur Keller. Voulez-vous la justice ou la vengeance ?» Et à cet instant, je compris que je voulais peut-être simplement la vérité. Toute la vérité. Peu importe qui elle blesserait. Cette nuit-là, je dormis à peine. L'image d'Hélène blanchissant de l'argent me hantait comme un fantôme dans chaque recoin de la maison. La femme avec qui j'avais passé 40 ans. Qui avait élevé notre fille. Qui adorait le jazz et détestait les oignons crus. Était-il possible qu'elle ait gardé un secret aussi sombre jusqu'à la fin? Le lendemain, Carole arriva avec une expression qui en disait long. « Martin, c'est pire, ou mieux selon le point de vue. » Elle me tendit un dossier portant le sceau du gouvernement fédéral. Que votre femme n'a pas blanchi d'argent pour la mafia. Elle était informatrice du FBI depuis 12 ans. Je restais pétrifié. Pardon? Quand j'ai accepté de s'infiltrer dans des opérations suspectes, en utilisant sa propre société de conseil comme couverture. L'argent était réel. Mais le but était de dévoiler des réseaux illégaux utilisant des sociétés écrans. Helen Keller faisait partie de l'une des plus grandes opérations de coopération civile de l'histoire récente. Je m'assis. Ma main tremblait. Et elle ne me l'a jamais dit, parce qu'elle n'en avait pas le droit. Le programme exigeait une confidentialité absolue. Même Harold n'était pas au courant, mais les documents sont là. Signature, rapport, et un rapport complet qu'elle a remis elle-même 4 semaines avant sa mort. La rancune qui commençait à naître en moi laissa place à quelque chose de plus grand, du respect, de la fierté. La femme que j'avais aimée pendant 40 ans n'était pas seulement forte, elle était courageuse. Carole inspira profondément et dit « Mais cela change aussi autre chose. Les 33 millions de dollars qu'elle a laissés sont légaux. Ils ne proviennent pas de crimes, mais d'une opération fédérale. Alors je ne risque plus de tout perdre? En réalité, vous êtes maintenant la seule personne légalement autorisée à terminer ce qu'elle a commencé. » Je fermai les yeux. Moi, Martin Keller, veuf rejeté par sa fille, j'étais désormais le seul lien entre le FBI et une enquête de plusieurs millions. Le même après-midi, l'agente Sarah Martinez, du FBI, s'est assise avec moi dans le bureau où tout avait commencé. Elle apportait une proposition. « Nous souhaitons que vous remettiez volontairement les derniers dossiers. En échange, nous garantissons une immunité totale, même pour votre fille, à condition qu'elle coopère. » Collaboration. Ce mot résonnait dans ma tête. Je pensais à mes petits-enfants, à leur sourire, à ces yeux qui, bien qu'ils soient le sang d'Olivia, pouvaient peut-être encore être sauvés des ténèbres. « Et Lucas ?» demandai-je. « Nekun, il sera poursuivi pour complot, falsification de documents et tentative de chantage. Mais s'il révèle les contacts du réseau de faussaires, il pourrait bénéficier d'une réduction de peine. » Je signai les papiers. 2 jours plus tard, Olivia se présenta à ma porte. Seule, sans maquillage, sans masque. « Ah, c'est papa, tu as vraiment fait tout ça ?»« Oui. Et tu me pardonneras ?» Elle pleurait, mais c'était d'autres larmes. Pas de la manipulation, mais de la culpabilité. Pardonner. Peut-être, un jour. Mais la confiance, cela prendra du temps. Oh, et les garçons? Je peux les voir. Et tu pourras les voir. Mais tu devras tout leur expliquer un jour, avec honnêteté. Elle acquiesça en silence. Le FBI veut que tu coopères. Et j'ai accepté. C'est ta seule chance de sortir de tout ça avec un peu de dignité. Elle tomba à genoux, pleura comme lorsqu'elle était enfant. La première fois qu'elle était tombée de vélo. Mais cette fois, elle avait brisé quelque chose de bien plus fragile. La semaine suivante, les gros titres des journaux affichaient « Femme arrêtée pour tentative de vol de l'héritage paternel ». Mais la véritable héroïne était la mère, informatrice du FBI. L'histoire fut adaptée au cinéma. Un livre en fut tiré. Et surtout, Elle servit d'avertissement. Ensemble, moi et l'équipe de l'agente Martinez, nous avons fondé une association pour protéger les personnes âgées contre les abus financiers familiaux. Une partie de l'héritage a été utilisée pour financer des consultations juridiques gratuites et des conférences de sensibilisation. La maison a été rénovée, non pas pour effacer le passé, mais pour écrire de nouveaux chapitres. J'ai transformé l'ancien bureau d'Hélène en un coin lecture pour les petits-enfants. La cuisine a été ouverte, avec un comptoir où j'ai enfin appris à faire ces célèbres cookies. Et Olivia? Elle travaille maintenant bénévolement pour la fondation. Pas par pitié, mais par responsabilité. Elle reste ma fille. Mais aujourd'hui, elle sait que l'amour, sans respect, ne vaut rien. Et moi, je suis Martin Keller, veuf, père, survivant, mais surtout,
quelqu'un qui a refusé de mourir dans l'oubli. Merci de m'avoir écouté. Et si vous aussi avez un jour été abandonné par quelqu'un qui avait juré de vous aimer, sachez ceci, vous pouvez toujours tourner la page.